Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Merci à nos invités d'être présents. Je vais rapidement les présenter, si vous permettez, et puis ensuite ils compléteront chacun d'entre eux cette présentation. Alors, d'abord, je commence par Marie Soria Ao, déléguée générale du cluster éco-bâtiment, et qui s'exprimera au nom de ses nombreux adhérents, 200 si mes souvenirs sont bons. Je vous présente également Franck Ediggio, qui est responsable du développement et du pôle montagne chez Dalkia. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dalkia est une belle et grande entreprise du groupe EDF. Je vous présente également Christian Rosier, qui lui est président fondateur de la société Urban Practice, spécialiste de la Smart Building Alliance, un partenaire de la Smart Building Alliance. Merci Christian d'être là. Et enfin Luc Fly Sainte-Marie, qui lui est représentant de la société Eneos. Voilà. Donc pour commencer, je propose, si vous êtes d'accord, de laisser la parole à la seule femme avec nous ce soir, Marie Soria Ao, donc je rappelle, déléguée générale du cluster bâtiment. Marie Soria, est-ce que vous pouvez nous dire si depuis que vous êtes au cluster éco-bâtiment, si le nombre d'adhérents croît, est-ce que également vous constatez de plus en plus de problématiques solutionnées par des sociétés adhérentes liées à la montagne? Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation comme ça des sociétés actives dans ce domaine-là? Oui, alors bonjour à tous. Donc effectivement, je suis déléguée générale du cluster éco-bâtiment. Donc juste rapidement, le cluster éco-bâtiment est une structure régionale, donc un outil de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui rassemble 200 adhérents, comme vous l'avez dit. Et sur ces 200 adhérents, on va retrouver vraiment des entreprises, des structures qui travaillent sur l'ensemble de ce qu'on appelle la chaîne de valeur du bâtiment, c'est-à-dire tous ceux qui, à un moment donné, vont être acteurs de soit l'éco-rénovation, soit sur de la rénovation performante neuve. Donc sur cet ensemble de la chaîne de valeur, on va retrouver toutes les activités, tous les métiers qui vont travailler sur la conception d'un bâtiment, donc les architectes, les bureaux d'études, dont Enos d'ailleurs, jusqu'aux entreprises qui vont mettre en œuvre, mais en passant aussi par les fournisseurs d'équipements et de services. Donc en fait, c'est tout ce qui fait on va dire la plus-value du cluster, c'est d'avoir vraiment cet effet d'assemblier et de pouvoir proposer des compétences complémentaires. Donc c'est vrai qu'on sent que la thématique de la performance énergétique et environnementale, et notamment dans la rénovation, est de plus en plus prégnante, de plus en plus importante. Pour la bonne raison, je vais juste donner deux grands chiffres. Hein. On a une augmentation de 20% de nos adhérents sur l'année 2020, ce qui est quand même assez significatif. Bon, en plus, comme tout le monde le sait, on a connu quand même tous une année un petit peu, quelque peu compliquée. Et malgré tout, voilà, on a quand même bien tiré notre épingle du jeu. Et je pense que c'est quand même vraiment un signal fort qui montre que les thématiques performance énergétique, performance environnementale sont vraiment des thématiques complètement d'actualité et sur lesquelles toutes les entreprises du bâtiment et donc de l'éco-bâtiment souhaitent et se positionner, être de plus en plus actrices. Et ensuite, un deuxième élément, on est partie prenante aussi au niveau national de plusieurs groupes de travail sur les futures réglementations, etc. Et on sent qu'il y a une vraie demande de faire remonter ce qui se passe sur le terrain et donc de ne pas être que uniquement en information descendante de, en gros, il y a une réglementation parisienne qui tombe et tout le monde s'en débrouille. Là, on sent vraiment que sur les dernières réglementations, il y a des expérimentations qui sont faites et la part de l'expérimentation en montagne est vraiment de plus en plus importante aussi. Et nous, on a de plus en plus de demandes. Alors, sur la partie alpine, alors je ne sais pas si on peut considérer de la montagne aussi sur la partie auvergnate, mais en tout cas, sur la partie aussi des volcans d'Auvergne, on sent aussi qu'il y a une vraie dynamique. Donc, nous, on est à Lyon, donc on est entre les Alpes et entre les volcans. Et c'est vrai que le dynamisme sur la rénovation énergétique des bâtiments, elle est vraiment véritable. Beaucoup sur la partie habitat, évidemment. De l'habitat individuel, mais aussi de l'habitat collectif, sur toute la partie copropriété.
Et ce n'est pas le sujet de ce soir, mais juste simplement dire aussi que toute la partie tertiaire, donc sur toute la partie bureau, il y a aussi une explosion des demandes sur du bâtiment performant, du bâtiment connecté, en lien direct avec tout ce qui va être aussi les notions, pas que les notions d'efficacité énergétique, mais les notions aussi de qualité, de confort, de qualité intérieure, de l'air intérieur, notamment d'ailleurs en période de contexte sanitaire un petit peu, quelque peu compliqué. Donc, c'est toutes des notions qui viennent vraiment en complémentarité avec les notions de performance énergétique et qui ont complètement leur place dans l'immobilier et l'habitat de la montagne. Parfait. Donc, vous sous-entendez quand même que bon, l'épidémie a accéléré la prise de conscience, que du coup, il y a de plus en plus éventuellement d'adhérents et de plus en plus de questionnements autour de la performance énergétique en montagne. Tout à fait. Merci. Est-ce que Franck, après cette présentation là de l'éco cluster éco-bâtiment, pardon, vous chez Dalkia, vous êtes au quotidien sur ces problématiques. Est-ce que vous pourriez, plutôt que de nous faire un peu de prospective de ce qui va se passer demain, nous dire ce que vous faites déjà là concrètement, réellement, pour améliorer ces performances? Oui, donc moi bonjour à toutes et tous, je suis Franck Egidio, je suis responsable de développement chez Dalkia. Dalkia, en deux mots, hein, c'est une filiale 100% du groupe EDF. Et notre activité principale, c'est l'efficacité énergétique. Donc, on s'inscrit complètement dans la transition énergétique, tout ce qui touche en fait aux énergies renouvelables, tout ce qui touche aux économies d'énergie, sur le bâti, sur les différents marchés. Et moi, personnellement, je suis plus habitat et collectivité. Donc, notre agence commerciale est spécialisée dans tout ce qui est l'habitat. Et le sujet est tellement criant en montagne qu'on a créé un service dont je suis le responsable pôle montagne, parce que les besoins sont énormes et les enjeux sont vraiment très importants. Alors, on parle toujours des bâtiments neufs, passifs, etc., mais l'enjeu aussi, il est surtout dans tout ce qui existe actuellement en station vieillissantes, toutes ces stations, toutes ces copropriétés qui sont nées dans les années 70, 80, où en fait, il est difficile de mettre tout le monde d'accord pour rénover, parce que c'est souvent des propriétaires bailleurs, parce que c'est souvent des personnes qui font plutôt de la recette avec des locations et des revenus et qui vont partager des moments agréables une semaine ou deux dans l'année dans leur logement. Ils ne sont pas occupants en permanence. Et pourtant, la performance énergétique, c'est un besoin criant dans ces zones, notamment par rapport aux températures extérieures qui règnent en montagne, par rapport aux consommations qu'on y trouve, évidemment, mais aussi par rapport au mode d'utilisation de ces copropriétés. C'est des copropriétés en fait qui ne sont pas occupées toute l'année. La particularité de la montagne, c'est que c'est une activité saisonnière. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, on en souffre puisque on voit que la Covid nous empêche, je dis nous parce que vraiment tous les acteurs de la montagne sont concernés, d'ouvrir les stations qui sont le poumon principal de cette activité, même si aujourd'hui on essaie de développer des tas d'activités autour, ça reste quand même le ski, la neige et le soleil. Et donc aujourd'hui, nous, notre activité, elle est de pouvoir aider les copropriétés à rénover leur bâti. Alors, aujourd'hui, on a travaillé, puisque ça fait longtemps qu'on est dans la transition énergétique, il y a un outil qui est important et qui peut être mis en place, parce qu'en fait, toutes les copropriétés ont envie de faire quelque chose, ont envie de rénover, les copropriétaires sont moteurs, ils savent qu'ils vont être dans un marché concurrentiel. On est pas loin de l'Autriche, la Suisse. Les locations peuvent se faire aussi ailleurs. Les bâtiments neufs qui arrivent, donc un locataire, un client va réfléchir à deux fois s'il revient dans un appartement vieillissant ou s'il va changer. Et donc, il y a un enjeu important de préserver leur patrimoine. Alors, sans toucher au confort, évidemment, sans toucher à des gros investissements, parce que c'est difficile de se projeter dans la durée. Donc, a été créé par le législateur un contrat qui s'appelle le contrat de performance énergétique. Et cet outil est vraiment très pratique puisqu'il permet à des entreprises telles que la nôtre de faire une offre et de répondre à des besoins qui permettent aux propriétaires de choisir en fait. Donc, si on prend par exemple une propriété comme le Chamois Blanc à Chamonix, on a travaillé avec eux pour leur offrir la fourniture de l'énergie. Et donc là, on est en tout élec, parce que vous avez l'électricité qui alimente tous les bâtiments, pour pouvoir la piloter, pour pouvoir leur permettre d'économiser des énergies en installant des automates et des systèmes. Et ça leur permet à eux, avec cette économie, de financer une partie et de rénover leur bâti.
Donc, ils arrivent avec des subventions et avec tous leurs équipements à équilibrer le tout. Donc, entre les recettes qu'ils font et les dépenses qu'ils font, ils arrivent quasiment à tout équilibrer, ce qui fait qu'ils rénovent, ils améliorent le confort et en plus, ils n'ont pas de gros investissements à sortir. Donc ça, on l'a fait au Chamois Blanc, sur Chamonix. On a beaucoup travaillé, notamment sur, si on prend l'exemple des 3000 logements en copropriété d'Aboria, dans la station, avec des syndics, et on les a rénovés, on a piloté et on s'engage sur la performance. Ce qui est très intéressant pour les copropriétés, c'est quand Dalkia leur fait une offre, je vais prendre la main juste pour présenter un ou deux slides, rassurez-vous, je serai rapide, parce que c'est des fois avec une image, on arrive mieux à présenter des exemples concrets que l'on fait. N'hésitez pas. Voilà, donc c'était justement la copropriété, la résidence des Chamois Blancs, sur lesquels donc on avait travaillé. Alors, tac. On voit bien le premier slide pour l'instant. Voilà, donc on va aller directement sur les derniers slides qui résument en fait l'ensemble. Vous voyez, pour approcher en fait une copropriété, c'est quand même sur plusieurs axes. Quel est le slide que vous êtes en train de voir là actuellement? Le slide avec des schémas sur un fond vert. Parfait. Le desk. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, dans les bâtiments, aujourd'hui, il y a 4 piliers sur lesquels il faut travailler. L'efficacité comportementale est devenue la première pour que les gens puissent eux-mêmes piloter, gérer leur installation de chauffage, de consommation, que ce soit d'eau, d'électricité, de gaz ou autre. L'efficacité du bâtiment, de distribution et de production. Dalkia travaille sur l'ensemble de ce contrat. Et pardon, l'efficacité comportementale, par exemple. C'est-à-dire comment se comportent les gens à l'intérieur de leur habitat. Par exemple, quand on va leur installer la possibilité avec leur téléphone à distance, que quand ils quittent leur appartement de la station, ils s'assurent simplement que le chauffage soit coupé ou réduit. Et que quand ils arrivent, ils ont démarré un petit peu à l'avance, qu'ils aient un regard depuis l'extérieur de ce qui se passe dans leur appartement. Parfois, il n'est pas loué, inutile de chauffer. Donc, en fait, c'est le fait de piloter. Donc, c'est leur comportement qui peut jouer sur leur économie. Tout à fait. Très bien, merci. Est-ce que quand vous faites la promesse d'économie, d'énergie à la copropriété ou au propriétaire, est-ce que ces économies s'expriment en kilowattheures? Est-ce que à l'année, est-ce que vous avez des chiffres comme ça à nous donner? Je ne sais pas, une consommation par exemple qui pourrait être sur un bâti des années 70 qui consommerait par exemple 50 kWh au mètre carré par an. Est-ce que vous arrivez à leur promettre de descendre de moitié, etc. Est-ce que vos performances, vous disiez qu'elles étaient affichées? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Si on prend par exemple ce slide, après avoir fait le diagnostic et toutes les recommandations auprès de la copropriété, on fait avec les ingénieries des bureaux d'études, donc il y en a un qui est présent aujourd'hui, il s'exprimera tout à l'heure, les possibilités financières, techniques, c'est d'y arriver. On installe, on construit, on met un service, on exploite, on maintient, on pilote. Les contrats de performance énergétique peuvent arriver à des 35-40% d'économie quand vous touchez sur le bâti, sur la copropriété. D'ailleurs, les aides que les propriétaires peuvent avoir, comme les certificats d'économie d'énergie, comme le fonds chaleur, comme la prime éco-rénov', tiennent compte de ces résultats. Par exemple, le marché global de performance, il y a des primes qui sont acceptées si le contrôle est fait au bout de 2 ans de performance, comme quoi elle est bien acquise. Et l'engagement, c'est 35%. Oui, c'est important pour les auditeurs. Est-ce que ces aides sont valables pour des résidences secondaires ou uniquement réservées aux résidences principales? Parce qu'en montagne, on a énormément de résidences secondaires. Et je crois avoir entendu des propriétaires se plaignant de ne pas avoir d'aides justement spécifiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui par le gouvernement, on l'a vu. Donc, toutes les aides dont je vous parle fonctionnent du moment qu'on est copropriétaire.
Donc, quand on est propriétaire d'un appartement, que ce soit en résidence secondaire ou résidence principale, que ce soit les C2E, donc certificat d'économie d'énergie, qui se calculent en fonction des économies. Je rentre pas dans le détail du principe, je ne vais pas rentrer dans la technique du système, mais ça permet d'avoir des revenus supplémentaires. Le fonds chaleur, qui permet d'obtenir des subventions pour accorder à des réseaux quand on utilise du bois, des ENR. La prime éco-rénov ne tient pas compte de mode de résidence. C'est donc nous, en fait, on accompagne tout le long des travaux, on assure l'exploitation et on les aide dans la recherche de subventions. Donc c'est pour ça que quand on leur fait une proposition globale de rénovation, ils savent combien ça va leur coûter et c'est nous qui avons en charge la recherche et les possibilités d'avancer sur le sujet. Donc ça permet aux copropriétés d'y arriver. La seule chose, donc là c'était donc si on parle on a parlé de Charmant-Blanc, on a parlé d'une autre copropriété, c'est que en fait, si vous voulez, la partie performance énergétique, quand vous avez une étude qui est faite, des audits, aujourd'hui les diagnostics sont même financés à 100% pour qu'au moins un diagnostic ait été fait, c'est que les petites copropriétés, parce que là quand on travaille sur Avoria avec 3000 logements, évidemment Dalkia s'investit, c'est toutes ces copropriétés entre 50, 100 logements, parfois des chalets ou autres, on les rencontre pas. Il faut qu'ils aient un réflexe de constituer et de se mettre en affule. Quand vous prenez Avoria, vous avez une affule verte, ou quand vous prenez, par exemple, en parenthèse, tous les arcs, aussi, l'M2000, la Plagne, c'est des réseaux privés qui ont été faits parce qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont constitué une association de copropriétaires en affule juridique qui les représentent toutes. Donc, ils sont plus forts, ils permettent, eux, du coup, de décider pour beaucoup plus de logements, et ça permet de faire des investissements intéressants. Et ça leur permet aussi, bien sûr, d'être plus écoutés par les prestataires tels que les nôtres. On est une entreprise privée, on est là pour faire des gains, on n'est pas, voilà, j'ai pas de honte de gagner de l'argent si j'en fais gagner. Sauf qu'évidemment, pour qu'ils nous attirent plus, qu'on fasse leurs études, etc., regroupez-vous, copropriétaires, constituez une affule. Et l'affule porte l'offre, et nous, on leur répond, on leur dit voilà ce qu'on peut vous apporter. Et c'est sûr que quand on parle de 500 à 600 logements rénovés, c'est plus du tout la même chose que quand on a une copropriété seule qui se retrouve avec 40-100 logements et qui s'interroge comment faire, en fait. D'accord, donc le conseil, ce serait de la jouer collectif. C'est ça. Oui, là, nous, on est spécialisé dans le chauffage collectif, mais bien sûr, c'est la jouer collectif parce que les investissements sont du coup lissés avec beaucoup plus d'appartements. On réussit à faire des réseaux privés. Ils bénéficient du coup de taux de TVA réduits parce que le gros sujet qu'il va y avoir en montagne, c'est toute cette présence des chaudières fuel. Hein. Il y a énormément de copropriétés qui sont au fuel. Si vous prenez Val Thorens, à Valto, ils sont tous au fuel. Je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui les interrogations qu'on a sur 2022 et l'arrêt des chaudières fuel. Il faut leur trouver des solutions. Et donc, est-ce que vous êtes sur Val Thorens? Oui, bien sûr. On travaille sur Val Thorens aujourd'hui, et donc en fait, on s'occupe de tout ce qui est des copropriétés. Alors, quand on est en station, en fait, on travaille avec les copropriétés, mais on travaille avec tous les acteurs, que ce soit l'office de tourisme, que ce soit les remontées mécaniques, que ce soit les clubs, type Pierre Vacances, type Club Med, etc. Tout est lié en fait, parce que nos équipes techniques elles interviennent de partout dans la station. Et donc, du coup, on peut les aider puisqu'on a du personnel en station qui parfois même vit là-haut de manière saisonnière. On a la possibilité d'être présent parce que l'intermittence, ça nécessite énormément de gestion de performance. Des bâtiments qui sont de temps en temps vides ou pleins, c'est pas du tout la même chose que de gérer une performance énergétique d'un bâtiment qui est tout le temps occupé. Et donc là, nous, comme on est présent, on peut gérer la performance à la place d'une copropriété dont c'est pas le problème, si vous voulez. Elle, ce qu'elle va voir, c'est ses charges à la fin de l'année. Si les charges ont baissé parce que nous, on l'a géré, la fourniture d'énergie, il faut la laisser chez l'exploitant. La maintenance et l'exploitation, laissez tout ça chez l'exploitant pour qu'on puisse gérer et leur permettre de faire plus d'économie d'énergie. Engager une entreprise comme Dalkia ou d'autres, mais engager l'exploitant leur permet du coup de se libérer de ce souci, mais surtout leur permet de garantir des performances et des économies.
dans le temps. C'est des contrats de durée quand même. En général, des contrats de performance énergétique, on parle du minimum de 8 ans, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des investissements qui ont été faits, qu'il y ait des temps de retour. Mais en montagne, le temps de retour est très rapide, beaucoup plus rapide qu'en plaine sur les investissements par rapport à la consommation. Ouais. Quand les investissements qu'on a fait, par exemple, si vous prenez une copropriété sur Courchevel, qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom, son nom m'échappe, bon, c'est pas très grave. Elle a eu l'idée, en fait, avec nous, de rehausser de deux étages, de 2 niveaux, son bâtiment. Donc, du coup, il y a eu plus de logements. Donc, elle a pu faire des gains supplémentaires. Elle s'appelle la Croix de Verdon. Elle a réussi, avec les investissements et les recettes supplémentaires de location, de tout rénover. Et donc, le bâti et le temps de retour a été de 2 ans, 2 ans et demi. Hein. Oui, la technique du bâti sur le bâti est encore aussi quelque chose d'intéressant, surtout. Bien sûr, tout à fait. Et du coup, s'accompagnant de l'ensemble en fait des solutions, vous avez au global une réussite. Mais il ne faut pas travailler lot par lot. Il faut vraiment faire un contrat global. Pas dire, je vais remplacer ma chaudière, je vais mettre un système à part d'économie, etc. Il faut vraiment que le contrat soit global pour que tout soit lié, en fait. Compris. Il y a une dimension qui est intéressante et ça va me permettre de passer la parole à Christian Rosier. Vous sembliez dire que l'intermittence de l'habitation de montagne nécessitait un bon contrôle. Et ça m'amène à demander à Christian Rosier si finalement la rénovation énergétique n'est pas extrêmement corrélée à la digitalisation et que finalement on fera de plus en plus d'économies d'énergie, plus on sera digitalisé. Je vous laisse développer, Christian. Ben oui, effectivement. J'entendais parler d'intermittence. Moi, je travaille en fait sur. Alors, historiquement, j'ai fait le premier bâtiment énergie positive en France il y a un peu plus de 10 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans sur des bâtiments à haute efficacité énergétique, que ce soit neuf ou en rénovation. Et aujourd'hui, je suis plus dans la stratégie digitale parce qu'en fait, le digital, il s'invite de force, on va dire malgré vous, dans tous les secteurs, y compris celui du bâtiment. Et je considère qu'on a eu une politique jusqu'à présent, que je ne conteste absolument pas, mais qui était une politique de rénovation thermique, énergétique des bâtiments, où on traitait l'enveloppe, où on traitait les systèmes, que je vais qualifier de passive. Aujourd'hui, on a la capacité d'aller plus loin et je pense qu'il faut avoir une idée qui est de dire il faut systématiser l'introduction du numérique dans une stratégie de rénovation ou de construction neuve. Voilà. Donc ça va être mon premier propos pour lui amener finalement une stratégie de pilotage dynamique énergétique. Pourquoi dynamique énergétique? Parce que typiquement, moi j'ai fait des bâtiments énergie positive, je vais dire que je suis tatoué à la haute efficacité énergétique, et bien pourtant aujourd'hui, dans ma propre maison, je ne sais pas gérer correctement les intermittences, le fait que je suis là, pas là, que cet après-midi, il y a du soleil, que ce matin, c'était couvert, etc., etc. Et qu'en fait, c'est tellement multiparamètres que même un bon cerveau, quel qu'il soit, même des gens tatoués comme moi qui sont plutôt, je dirais, corrompus à ce que c'est que l'efficacité énergétique, on ne sait pas bien faire. Et donc, on peut introduire plus d'efficacité grâce au numérique. Et ça c'est un élément qui est très intéressant. Alors, je vais vous faire part d'un projet que j'ai managé et que je manage en ce moment. Alors, il faut que je partage. Fenêtre d'application, c'est ça? Partager. Voilà. Partager. Vous me dites si vous avez mon écran. On va le voir arriver. Ça y est, il arrive. Alors, l'exemple que je vais vous prendre, il est fait dans le logement social, mais il est traité, je traite de la même manière dans des copropriétés, dans des résidences neuves. Et c'est un projet que j'ai initié il y a 1 an et demi, qui est le premier projet en France, qui s'appelle… Pardon ? Et ce projet aurait pu s'appliquer en montagne.
pour moi, il n'y a pas de débat. Hein. Il faut appliquer en montagne. C'est pas le contexte que je sois à 1000 ou auprès de la mer. En fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est de se dire qu'est-ce que je veux faire. Et donc, ce que je vous disais avant, je peux imaginer de rénover un bâtiment et puis de lui introduire finalement du digital. Donc, ce projet, il vise justement à introduire un pilotage énergétique intelligent qui est fait avec de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que ça, j'ai réuni 5 bailleurs sociaux en France, des très gros, 3F, qui est le deuxième bailleur social français, Batigère, qui est le 4e, des gens qui sont plus locaux, on va dire Cristal Habitat, qui est à Chambéry, Alpizer Habitat, qui est à Grenoble, et Grandichamp Habitat. Et je leur ai dit, moi, je veux qu'on aille dans la vraie vie, dans des bâtiments qui sont même pas en construction, des bâtiments qui datent des années 50, 70, 80, voilà. Vous avez des tours, vous avez, voilà. Et différents types de contextes énergétiques. Là, vous avez du chauffage par ECS avec du réseau urbain, du chauffage ECS avec du gaz collectif, du chauffage et de l'ECS avec de l'électrique. On aurait pu avoir d'autres éléments. Et en fait, dans tous les cas de figure, l'idée, c'est de dire, on va essayer, dans le cadre de votre stratégie de rénovation, d'implémenter ce que j'appelle une infrastructure digitale du bâtiment et un coach énergétique. Alors, en gros, c'est quoi? Finalement, vous avez plein de données dans un bâtiment, plein de données qui existent et qui ne sont pas forcément toujours captées. Alors, ça peut être des données de comptage, ça peut être des données de pilotage parce que j'ai une chaudière, voilà. Mais il y en a un certain nombre. Et puis, plus ça va aller demain, plus la technologie, elle sera dans les équipements qu'on va avoir. Par exemple, aujourd'hui, on trouve sur le marché des vannes thermostatiques d'un radiateur connecté qu'on peut mettre sur une chaudière, enfin, sur un radiateur qui est en fonte, qui a 100 ans. Hein. On est capable. En fait, on est capable de mettre du digital sur un objet qui date de 100 ans. On est capable de mettre un capteur de température dans un logement existant avec une technologie sans fil, sans pile. Ça permet finalement de… voilà. On peut récupérer l'information. Et ce que j'ai fait dans ces projets, à l'image de cet arbre, alors moi je suis un des acteurs fondateurs de la Smart Building Alliance, qui est l'association qui a fait converger les acteurs du bâtiment et du numérique. Et on a construit un cadre de référence qui s'appelle R2S, c'est le que vous avez ici sur ma slide. Et en fait, l'idée c'est de dire, j'ai des capteurs actionneurs dans mon logement, dans mon espace de vie, ou dans mon bâtiment si je suis dans un bâtiment collectif, et je vais les faire converger sur une même infrastructure numérique. C'est un réseau qui, comme un réseau informatique qui va faire converger la data. Et en fait, le fait de pouvoir faire converger la data, ça va finalement ouvrir le champ des possibles en termes d'utilisation de ces datas pour faire du pilotage énergétique. Alors là, ça représente une des branches de mon arbre, qui est le pilotage énergétique, mais ça pourrait servir pour d'autres fonctions. L'entretien, améliorer l'entretien, le contrôle d'accès, le confort. Par exemple, il y a des sujets sur la qualité de l'air, sur le confort, parce que moi, j'ai aussi des gens qui sont des personnes âgées, des personnes qui sont seules, isolées. Donc, en fait, il y a plein de cas de figure. Et donc, finalement, c'est de se dire, au lieu d'investir sur une infrastructure qui est uniquement dédiée pour l'énergie, on investit sur une infrastructure qui va servir les multiples usages. Et là, on commence à être dans une vraie logique économique intéressante de mutualisation. Et sur ce projet-là, donc sur des bâtiments existants, on est en train de mettre en place cette infrastructure. Et puis, on est en train de mettre en place des outils pour piloter énergétiquement le bâtiment, pour typiquement, ce que j'expliquais tout à l'heure, les algorithmes nous permettent finalement d'apprendre quelle est la performance réelle de mon bâtiment et de mon logement, quand je suis par exemple dans du collectif. Et donc, la performance réelle, c'est de savoir que j'ai une dissipation calorifique, j'ai une certaine inertie, et ça, quand je le sais en réel, eh ben, je sais appréhender comment j'ai intérêt à anticiper mon chauffage, parce que cet après-midi, il va faire beau, j'ai des données météo, et que je peux, par exemple, baisser automatiquement ma consigne. Ou à l'inverse, je sais que j'ai personne, je suis en absence, parce que j'ai des informations qui me permettent de savoir que j'ai personne. Par exemple, avec le compteur Linky, aujourd'hui, nous, on s'est récupéré des informations qui nous permettent de savoir à 95% que j'ai une présence ou pas. Le fait que je sache que je suis en absence, je vais peut-être abaisser une consigne. Et là, je fais des gains.
Et en fait, on s'aperçoit que cette stratégie-là, elle doit servir finalement à apporter une vraie efficacité énergétique. Et là où vous aviez des architectures qui aujourd'hui n'étaient pas mutualisées, on va dans des infrastructures qui sont mutualisées, sécurisées, et on est en train de faire un petit peu sur les projets-là un gain qui est un gain où même un bâtiment qui ne serait pas rénové, on peut lui conférer des gains, une performance énergétique de l'ordre de 20 à 25%, et quand il est rénové, on peut avoir une performance énergétique bien supérieure. Voilà. C'est ce que montre ce schéma-là. Oui, d'après votre schéma, les 25% de gains coûtent très peu cher par rapport aux 45% qu'on pourrait faire. Comment Alors, par Linky, ouais. Les informations recueillies, elles sont recueillies par des capteurs, par des outils eux-mêmes numériques? Alors, en fait, je prenais cet exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez déjà des données. Je disais qu'il y a déjà des données qui existent. Typiquement, Linky, c'est des données qui existent. Et il y a des startups qui développent des algorithmes qui, elles, si on leur donne accès à ces données en temps réel sur le bâtiment, en fait, le problème, c'est donner de l'accès aux données qui existent sur le bâtiment ou que je vais implémenter. Hein, c'est ça le vrai enjeu. Eh bien, une startup, elle est capable, certaines sont capables de dire, bah, tiens, moi, je sais, avec ça, donner un taux de présence. Et ce taux de présence, eh ben, il va me permettre, dans une stratégie énergétique, de faire ça et ça. Un capteur de CO2, hein, que je mets, c'est un capteur, il me permet aussi de savoir quel est le taux de présence avec une très bonne fiabilité. C'est-à-dire que là où je traite un sujet qui est la qualité de l'air, je peux détourner cette information pour me donner une présence. Et cette présence, elle me sert à piloter. En fait, avec pas grand-chose aujourd'hui, on est capable de faire d'avoir un certain nombre d'informations et faire du pilotage. Et quand vous donnez ces informations dans ces mêmes algorithmes qui pilotent, eux, en fait, vous leur donnez à manger. Et ils apprennent, ils observent, ils regardent. Et au final, ils sont capables de dire, tiens, je peux te piloter d'une certaine manière. Avec l'idée, toujours importante, c'est jamais la technologie qui doit nous imposer un scénario, c'est la technologie qui peut nous proposer des scénarios, et c'est l'individu qui est toujours maître à bord. Ça, c'est fondamental, très fondamental, parce que voilà. Et je peux vous dire que moi, aujourd'hui, je fais des ateliers avec des papis et des mamies qui ont 70 ans. Quand je dis papis et mamies, c'est-à-dire plutôt des seniors, parce que dans le logement social, il y a beaucoup de seniors, et eux, ils en ont que faire la technologie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du confort, de la sécurité. Eh bien, finalement, on essaye de répondre à ces questions de confort et de sécurité tout en essayant de minimiser leur facture énergétique. Est-ce que votre technologie aujourd'hui, Christian, que vous tentez de développer, et merci à vous parce que c'est très clair ce que vous nous dites, est-ce qu'il y a des exemples en montagne aujourd'hui où vous expérimentez votre solution? Alors, je n'ai pas un exemple en montagne, en haute montagne. J'ai cité des sites qui sont à Chambéry-Grenoble. Je ne sais pas si Chambéry-Grenoble, c'est la montagne. Mais encore une fois, vous me mettez un bâtiment qui se situe à 2 ou 3 000 mètres d'altitude. Il va avoir un contexte particulier. Quel va être son contexte de chauffage? Quelle va être son performance? Qu'est-ce que je veux faire? Et puis, à partir de là, en fait, moi, je n'ai pas une solution parce que je fais du conseil, je fais de l'accompagnement. Et mon projet, ça a été de montrer que dans des contextes d'opérations totalement différentes, 5 bailleurs en France, 5 lieux géographiques, 5 contextes d'opérations qui n'ont rien à voir, avec une histoire à chaque fois, on est capable de reproduire une méthodologie qui est la même. C'est pour ça que moi, je ne m'inquiète pas. Demain, le sujet n'est pas un sujet de montagne. Pour moi, c'est un sujet de comment j'appréhende le projet, et c'est de dire finalement, pensons au numérique qui est une opportunité. Je posais cette question parce qu'on sait que votre solution nécessite des réseaux et que les réseaux en montagne, ils ne sont pas toujours aussi efficaces qu'en plaine. Oui, mais vous avez raison. Mais typiquement, et là c'est une très bonne remarque, en fait, dans une stratégie comme celle-ci, il faut toujours de la résilience locale. En gros, j'ai plus d'Internet, ça doit continuer à marcher. Je continue à avoir, voilà. Alors, peut-être que quand j'aurai plus d'Internet, il y a peut-être des fonctions que je ne saurais pas faire, des fonctions d'apprentissage.
Donc, transitoirement, si je suis coupé pendant un jour de mon Internet, je n'aurai pas une performance d'apprentissage, mais de toute façon, je serai capable derrière de pouvoir récupérer ces informations et reconsommer cette matière pour apprendre. Donc, en fait, le débat, il est traité à partir du moment où vous dites il faut toujours être résilient localement. Ça, c'est fondamental. Hein. Le numérique, c'est pas je balance tout dans des clouds et puis j'attends que ça se passe. Ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est j'ai une chaudière, elle doit marcher, j'ai un radiateur, il doit marcher, j'ai un capteur de température, il doit récupérer l'information, et c'est dans le local que ça se passe. C'était pas voilà que mon Internet il fonctionne ou pas. Donc voilà. Okay. Ça c'est très important. Vous avez raison de me rappeler ça. Bah, je vous en prie, merci, c'est mon rôle. Marie Soria, est-ce que vous, dans le cluster éco-bâtiment, vous voyez justement cette association, on dira, du souci de rénovation et de la digitalisation? Est-ce que de nouvelles entreprises accèdent à votre cluster avec cette philosophie presque que développe Christian? Bah, on en a de plus en plus, oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup. Alors, c'est plutôt des formats un peu de. Alors, on a deux types d'entreprises. En fait, on a soit le format un peu de start-up, donc des toutes nouvelles entreprises qui viennent se positionner sur ce segment de marché. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai lien. Je rejoins complètement ce qu'a dit l'intervenant précédent. D'ailleurs, le label R2S est développé avec Certivea, tout ça qui sont adhérents chez nous aussi. Donc, il y a un vrai lien. Donc, on a soit des entreprises modèle start-up ou soit des entreprises, j'allais dire, qui ont un peu pignon sur rue depuis toujours sur la performance énergétique et environnementale et qui ont bien senti le virage du digital et qui, du coup, développent en interne des services sur la digitalisation du bâtiment. Et il y a un lien aussi direct avec le comportement des occupants dont Franck parlait, parce qu'en fait, grâce à la digitalisation, il y a une appropriation aussi des performances énergétiques dans le bâti, et ça peut presque devenir un jeu. On a eu des expériences dans certaines copropriétés où il y a des tablettes qui sont mises à disposition du propriétaire, en fait, et avec des sortes de défis copro où voilà, combien on a consommé aujourd'hui, combien on a consommé ce mois-ci, c'est qui est le consommateur le plus efficient, etc. Donc, la digitalisation, alors c'est un super outil technique et ça permet d'être le plus efficient possible, évidemment, mais il peut y avoir aussi un aspect très pédagogique derrière ça. Et puis, encore une fois, c'est un peu toutes les générations qui peuvent se l'approprier. Simplement, il faut que l'outil soit adapté. Mais il peut y avoir une vraie plus-value aussi pédagogique, ce qui contribue aussi à la performance énergétique, puisque du coup, il y a tout l'aspect comportemental qui vient s'additionner à l'aspect technique. Cet effet, pardon Franck, je vous donne la parole tout de suite, mais peut-être que cet effet ludique permettrait de mieux faire accepter Linky, par exemple. Je crois qu'il y a quelques résistances. Par exemple. Et merci de le préciser, Franck. Oui, je voulais juste compléter ce que Christian et Marie évoquaient, c'est que derrière tout ce que fait Christian, nous, on est après. C'est-à-dire qu'on fait toutes les données qui sont relevées, toutes les informations. Alors, bien sûr, l'intelligence artificielle, mais ça ne fonctionnera jamais à 100% tout seul. Donc, nous, on a mis en place ce qu'on appelle un centre de pilotage. C'est ce qu'on appelle le desk chez nous, un jeu de mots avec bureau, où on a mis en place des automaticiens, des auditeurs, des personnes qui gèrent la performance énergétique et qui sont en dehors du système d'exploitation maintenance. Parce que les exploitants et les maintenances, c'est le dépannage, il faut que ça marche bien, etc. Donc, on a créé un service dédié, en fait, un concept qui fait que parfois, maintenant, on fait intervenir nos techniciens, non pas parce que c'est en panne, mais parce que la performance énergétique, elle n'est pas obtenue. Et c'est grâce aux données de système que Christian a évoqué que quand on installe ça sur les immeubles, donc l'IoT, on donne des tas de noms au digital, aux objets connectés, la gestion à distance, et en montagne, ça a vraiment un intérêt, parce que, bon, les problèmes de réseau Internet, c'est vrai, mais les stations quand même, aujourd'hui, s'y sont mis, parce que de toute façon, sinon, il n'y a plus de jeunes qui seraient dans la montagne. Donc, on commence à vraiment avoir quand même, nous, on pilote beaucoup de choses à distance en station. Et donc, le système qu'évoque Christian, en tout cas, le principe de digitaliser et de suivre la gestion de performance énergétique, permet aussi à nos équipes de pouvoir éviter les interventions en montagne et de dépanner à distance et des fois de changer une courbe de régulation, des fois de régler un système, parce que vous savez, les déplacements en montagne, quand c'est à 2000 mètres d'altitude, quand on intervient, des fois, on ne peut pas y accéder à cause de la neige. C'est un contexte très particulier. Un univers que j'adore. De toute façon, il faut être amoureux de la montagne pour y travailler. Et donc, je pense que là,
des acteurs qui sont là. Sinon, c'est pas possible parce qu'il y a tellement de contraintes. Du coup, ça nous permet de les oublier. Donc, c'est beau. Et du coup, si vous voulez, le fait de suivre à distance permet la performance énergétique, mais aussi nous permet de mieux intervenir. Voilà, c'était pour compléter ça. D'accord. Alors, merci beaucoup. Avant de donner la parole à Luc Fly Sainte-Marie, j'ai deux questions d'un auditeur, Jean-Claude Morand, qui précise quelle marque modèle pour les vannes thermostatiques pour un radiateur en fond? Non, mais des marques, je ne sais pas si je suis là pour faire la promotion de marques. Il a pas, et M. Morand a entendu et veut un conseil. Ouais, c'est bien. Mais je pourrais discuter avec lui parce que ça me gêne de faire la promotion de telle ou telle marque comme ça. Bon, alors, moi, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a vu des premiers. On met en place sur des premiers bâtiments des vannes thermostatiques qui sont micropelt en énergie harvesting, c'est-à-dire que je viens démonter la vanne traditionnelle. Selon le thermostat, selon son âge, il faut peut-être un adaptateur ou pas, ça dépend du modèle. Et je peux venir remettre une marque qu'on est capable aujourd'hui. Vous commencez à avoir des vannes thermostatiques qu'on trouve chez Casto Leroy Merlin qui sont en énergie harvesting, c'est-à-dire sans fil, sans pile. D'accord? C'est par un système de techno qui permet finalement de pouvoir, avec une variation de température, de savoir que j'ai quelle est la consigne et donc de pouvoir adresser automatiquement une information de l'état de mon radiateur. Et je peux piloter à distance par radio. Entre autres, il y a des protocoles de type Enocean. Il y a d'autres protocoles, mais qui ne sont pas sans fil, sans pile. Voilà. Donc, il y a plusieurs marques. Il y a des grandes marques qui s'y mettent. Voilà. Je pourrais donner. Très bien. Mais bon, voilà. Vous connaissez et devait être avec nous. Malheureusement, il n'a pas pu. Une deuxième question. Quelle différence entre le référentiel R2S et Somfy Taoma ou Legrand Home? En fait, si vous voulez, d'un côté, et là aussi, l'idée, c'est pas de dénigrer quoi que ce soit. D'un côté, vous avez des industriels. Moi, j'étais industriel. Hein. J'ai travaillé pendant 8 ans chez Atlantique, donc je connais un peu le monde Atlantique, qui est un grand groupe. Eh bien, quand on était industriel jusqu'alors, la stratégie, c'était finalement de vendre des produits et de rendre un peu, entre guillemets, captifs nos clients, parce que si vous pouvez vendre ça, puis après, derrière, en vendre plus, ben, c'est tant mieux. Et là, l'idée, c'est de dire, la solution de ces industriels, elles sont historiquement des solutions qui ont, pour certaines, je ne dis pas toujours, qui sont propriétaires. Donc, finalement, quand je veux accès aux données, je dois passer en gros par la case de l'industriel. Ce qui fait que finalement, l'écosystème, il est centré autour de l'industriel, centré autour de sa solution. Le R2S, il dit, on fait exploser ce schéma-là. Parce que le schéma du digital, c'est tout sauf ça. Est-ce que vous imaginez, dans l'image, et je terminerai là-dessus, votre smartphone. Est-ce que quand j'appelle quelqu'un, je lui pose 2 questions. Est-ce que tu es sur le même téléphone que le mien? Est-ce que tu es avec le même protocole, avec le même opérateur téléphonique? On s'en fout de ça. Finalement, on est dans une logique très interopérable. D'accord? Eh bien, ce qu'on veut, c'est ça. Et le R2S, il défend 2 principes. La mutualisation, c'était le tronc d'arbre que je présentais tout à l'heure, parce que c'est un enjeu économique qui est énorme. Je peux vous dire que les bailleurs sociaux avec qui je bosse, et maintenant les promoteurs avec qui on commence à faire des projets, ont compris ça, l'enjeu économique de la mutualisation. Et deuxièmement, c'est on ouvre les données. Parce que les startups dont parlait aujourd'hui, et même les industriels, ils sont confrontés à un mur, ils n'ont pas accès aux données. Et la donnée, quand elle est présente, je peux faire des miracles, entre guillemets. Donc, pour moi, la grosse différence, c'est là. C'est qu'on a construit un cadre. Mais aujourd'hui, ces mêmes industriels sont en train de comprendre. Je connais bien Somfy, je connais Netatmo, je connais Legrand, je connais à peu près tous les grands acteurs, donc pas de souci. Ils sont en train aujourd'hui de changer. Ils sont tous obligés de changer. Ils n'ont pas le choix. Et tant mieux, tant mieux. Et d'où ils ont pour beaucoup rejoint la SDA. Après, on ne fait pas bouger un bateau, un navire comme ça qui est industriel du jour au lendemain. Donc, il faut un peu de temps pour s'adapter. Ouais. C'est du présent à conjuguer, bien sûr, au futur. On va peut-être interroger et faire appel à Luc Fly Sainte-Marie.
S'il m'entend. Bonjour, rebonjour Luc. Oui, j'entends. Je rappelle que vous êtes un représentant de la société Eneos, spécialisée en énergie dans le bâtiment. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. J'ai coupé la vidéo parce que sinon la qualité n'est pas suffisamment bonne. D'accord, parfait, pas de souci. Donc par rapport à tout ce qui s'est dit là, vous êtes aussi un opérateur au quotidien de toutes ces problématiques. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez les soucis de vos clients dans tout ce qui vient de se dire? Oui, tout à fait. Alors, donc moi, je suis Luc Fly-Sainte-Marie. Je suis l'un des fondateurs de cette entreprise Eneos que nous avons créée il y a un peu plus d'une dizaine d'années. La vocation, la raison d'être d'Eneos, en fait, c'est d'accompagner les propriétaires, les gestionnaires de bâtiments euh, dans la rénovation de ces bâtiments pour rendre ces bâtiments plus confortables, plus adaptés et aussi plus économes en ressources naturelles et dont l'énergie, voilà. Et ce, dans l'objectif de préserver les générations qui nous suivent. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la fusée. C'est ce qui nous permet, c'est notre nord magnétique, celui qui nous permet de nous repérer. Et donc, on accompagne beaucoup de copropriétaires, parce que c'est à peu près 70% de notre activité sur ces sujets-là. On est donc bureau d'études et architecte. Et puis, on accompagne également les acteurs de la montagne et de l'immobilier de loisirs en montagne, puisque c'est aussi en étant basé à Lausanne et à Chambéry, c'est grosso modo 50 à 60% de notre activité également. Et ce que je vous propose, c'est peut-être d'essayer de. J'ai fait un petit recueil de quelques exemples de missions ou d'opérations que nous avons pu mener. Volontiers. Je voulais vous proposer donc de les projeter à l'écran, si vous en êtes d'accord. Je vous en prie, volontiers. Ça confirme notre intérêt pour des choses très concrètes. N'hésitez pas également à citer des entreprises. On n'est pas à la télé. On peut aussi citer des entreprises qui font du bon travail, des bons fournisseurs, des bonnes stations. Alors malheureusement, la technique, on avait été bon à la répétition, mais ça marche pas. Donc, je sais pas, j'arrive pas à prendre la main, mais c'est pas grave. En fait, je voulais citer dans le processus comment dire, de définition d'un projet, il y a une part qui est très importante, qui est vraiment la part du diagnostic, qui permet de faire l'état des lieux, d'où on part. Donc, une copropriété, voilà, elle a un bâtiment qui a été construit dans les années 60, 70, 80, qui a des pathologies ou qui n'en a pas, qui a un exemple de pathologie, ben, ça peut être des infiltrations d'eau liées à peut-être des défauts d'étanchéité, qui a peut-être aussi des parties de bâtiments qui sont arrivées en fin de course, une toiture ben, qu'il faut remplacer, une étanchéité qu'il faut renouveler parce que ben, ça fait 25 ans, 30 ans qu'elle est là et elle remplit plus sa fonction. Donc voilà, ce diagnostic, il est important d'un point de vue technique, mais il est encore plus important d'un point de vue en copropriété humain. C'est-à-dire finalement cette collectivité de copropriétaires, quelle est sa vision de ce bien dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et c'est ce qu'on va aller chercher, c'est ce qu'on va aller questionner dans ces phases de diagnostic pour pouvoir définir ensemble le projet qui leur convient et qui ne sera pas forcément le même, même si on a un bâtiment qui est identique. Il est vraiment comment dire, attaché aux personnes qui sont propriétaires et qui donc utilisent cette résidence en montagne. Après, ben, j'ai envie de dire, une fois que ce diagnostic ou que ces faisabilités ont été réalisées, ça permet de définir un programme d'action, un programme de travaux.
Et donc, on va pouvoir commencer des études pour concevoir ces travaux. Ensuite, ces études vont déboucher sur la consultation d'entreprises pour la réalisation de ces travaux. Donc, ces travaux, c'est des travaux qui peuvent être de l'isolation de toiture, de façade, des remplacements de menuiserie extérieure. Elles touchent également au système dans le bâtiment, donc elles peuvent aussi concerner la ventilation, le mode de chauffage, le mode de production d'eau chaude sanitaire. Bref, ces études en fait vont amener on va amener aux copropriétaires des offres d'entreprise pour qu'ils puissent décider du choix de l'entreprise et des travaux en assemblée générale. Et puis ça ouvre la dernière, enfin pas la dernière, mais en tout cas la phase réalisation des travaux, où là nous allons conduire ces chantiers avec les différentes entreprises qui auront été sélectionnées, charpentiers, maçons, façadiers, plombiers, chauffagistes, etc. Et puis voilà, ensuite on arrive j'ai envie de dire, à la fin de ces travaux qui peuvent se dérouler en une phase ou en plusieurs. On a différents cas de figure qu'on a pu rencontrer, soit une rénovation globale j'ai envie de dire, en une phase, en une tranche, soit étalée sur 2, 3, 4 ans pour les plus gros dossiers. Et puis, je pense que ce qui est important, et peut-être pour faire le pont avec Christian Rosier, avec Franck Egidio, je pense que c'est important aussi de mesurer finalement les bienfaits de cette rénovation, de ces actions, et d'où l'intérêt j'ai envie de dire, d'analyser, enfin d'abord d'enregistrer, d'avoir des données qui peuvent être de consommation, de confort, des remontées des copropriétaires ou des usagers, et pouvoir faire le bilan chaque année, notamment à l'Assemblée générale annuelle, faire le bilan de est-ce qu'on a des écarts par rapport à ce qu'on recherchait, si on a des écarts, ben pourquoi, les expliquer, et puis voilà. Ben écoutez, Mais malgré tout, vous sembliez me dire au téléphone par ailleurs que l'économie d'énergie finalement, puisque là vous nous dites que c'est intéressant de faire des bilans, de rencontrer les copropriétaires, mais que l'économie d'énergie c'est jamais le vrai moteur, et c'est un peu inquiétant d'ailleurs, c'est jamais le vrai moteur d'une rénovation, et vous pensiez que c'était plutôt le confort. Du coup, montrer oui. Et les faire constater par une copropriété, est-ce que ça les motive quand même, ou il y a toujours cette histoire de confort où en fait on ne peut pas annuler le binôme économie d'énergie confort? En fait, peut-être pour préciser un peu plus ce que je voulais exprimer, c'est que si on ne se base que sur le critère des économies d'énergie et donc des gains financiers sur les charges courantes de copropriété pour lancer de tels programmes, c'est une lubie, c'est une erreur. Parce que de toute manière, si on ne regarde que cet aspect de temps de retour finalement sur ces travaux, on sera déçu parce que de toute manière, même si on est en altitude, même si on a donc des consommations importantes de chauffage, le montant des travaux à réaliser pour, par exemple, refaire une façade, ça va être conséquent. Et de toute manière, même si l'énergie était gratuite, et donc on n'avait pas ces problèmes de chauffage, il faudrait quand même échafauder cette façade, il faudrait quand même prévoir le remplacement des garde-corps des balcons, l'enduit, voilà, c'est assez piégeux de ne regarder la dimension de la rénovation thermique et énergétique des bâtiments qu'à travers la loupe des économies d'énergie. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'il y a quatre grands axes, enfin comme 4 portes d'entrée. C'est que de toute manière, ces bâtiments, ils ont des nécessités de gros entretiens. J'ai pris l'exemple de la toiture qui est ou de l'étanchéité de la toiture qui est à bout de souffle et qu'il faut rénover, qu'il faut refaire. En fait, ce qu'on a plutôt coutume de dire, c'est qu'on va embarquer l'énergétique dans cette dimension de gros entretien du bâtiment. Donc, si on refait cette toiture, bien sûr, on ne va pas la refaire à l'identique.
on va réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait isoler, voire surisoler en refaisant cette étanchéité ou cette toiture. Si on doit refaire une façade, c'est pareil, on va se poser forcément la question, et puis d'ailleurs c'est réglementaire, maintenant on a un décret qui l'impose aux copropriétaires. On va regarder comment l'isoler, avec quel type de matériaux, toutes ces contraintes. Donc voilà, là j'ai cité donc les économies d'énergie, le gros entretien. Ensuite, il y a, et je pense que c'est pour moi un des aspects les plus importants pour les copropriétaires et pour les gens qui ont des résidences en montagne, c'est l'aspect confort. Quand vous avez des menuiseries extérieures, des fenêtres qui sont de l'origine du bâtiment, en bois, pour la plupart, on a des infiltrations d'air parasites, on a des courants d'air, on a des gros écarts de température justement entre les différentes parois de l'appartement, ça génère de l'inconfort. Donc là aussi, c'est un bénéfice secondaire ou primaire. Faut voir comment on présente les choses. Si vous allez remplacer votre menuiserie extérieure, vous allez améliorer l'étanchéité à l'air de votre appartement et donc vous allez gagner en confort, ne serait-ce que par rapport à ces infiltrations d'air et ensuite parce que la menuiserie est beaucoup plus performante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30, 40 ou 50 ans. Et puis enfin, le dernier volet qui est à prendre en considération, c'est que c'est celui de la valorisation de votre patrimoine immobilier. Il est clair que l'impact d'une rénovation a une incidence sur la valorisation de cet immobilier. Et donc, à la revente ou à la transmission, ce patrimoine, j'ai envie de dire, si on est plutôt pessimiste, ne perdra pas de valeur, et si on est optimiste, on aura gagné de la survaleur justement par rapport à ces investissements de rénovation, de remise aux normes qui auront été réalisés pour la résidence en question. Voilà les quatre aspects. Valorisation patrimoniale, plus ou moins important selon l'optique du propriétaire, s'il est bailleur ou occupant ou un mixte des deux. Les économies d'énergie, le confort et puis le gros entretien du bâtiment qui de toute manière doit être fait, doit être réalisé puisque une chaudière, quand elle a passé 30 ans ou 35 ans, il y a un moment où elle est en fin de vie, il faut la remplacer. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup, Luc. On s'était donné 45 minutes, 1 heure. Là, on a déjà parlé à peu près 1 heure, puisqu'on a commencé 5 minutes en retard. Moi, j'aimerais juste poser une question à Cantonade. Répond qui veut et qui peut. Dans le cadre d'une rénovation, est-ce que vous prenez soin de calculer les rejets de CO2 que vont causer ces rénovations? Est-ce que vous arrivez à estimer s'ils vont être rentables dans le temps par rapport à ces rejets? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites régulièrement ou toute rénovation thermique et énergétique vaut le coup, quel que soit le rejet qu'elle peut générer? Et est-ce qu'on met ce rejet en face d'un certain nombre d'années pour savoir si c'est réellement utile, rentable de faire tout ça? Est-ce qu'il se peut qu'une résidence, demain, après ces calculs, se dise finalement, je vais continuer avec mon ancienne chaudière, à part réglementation officielle et gouvernementale, comme la chaudière au fioul? Est-ce que ça existe ou c'est du délire de ma part? C'est une question totalement de néophyte. Moi, je veux bien. Donc, c'est Luc Flis-Sainte-Marie d'Eneos. Je veux bien répondre à cette question. On a calculé pour un de nos chantiers, une de nos premières rénovations globales d'un immeuble de 30 appartements à Tignes. On a calculé le gain d'émissions de tonnes de CO2 évitées chaque année. Voilà, on l'a évalué. Alors, c'était une évaluation vraiment uniquement sur la base des économies d'énergie entraînées par les travaux. On est à entre 75 et 80% de gains sur le chauffage, donc sur cette résidence copropriété, et ça représente un gain de 75 tonnes d'équivalent CO2 évité chaque année, post-rénovation.
Donc, D'accord. moi, je pense que cette donnée, elle est importante et de toute manière, peu ou prou, on va avoir des obligations, alors soit directes, soit indirectes, soit de la fiscalité, soit pas. Je ne sais pas si vous avez noté la décision du Canada qui a été du Premier ministre canadien qui a tracé une trajectoire du prix du carbone, de l'augmentation du prix du carbone pour son pays sur les 5 ou 10 prochaines années. Aujourd'hui, je crois on est à $30 et il l'emmène jusqu'à 156 ou 160 $. La contrainte climatique, c'est de toute manière ce que nous avons tous devant nous. Et d'une façon ou d'une autre, il y a un moment où le fait de rénover sa copropriété, de faire attention quand on remplace son véhicule, ça se retraduit concrètement dans l'émission, dans l'impact que nous avons par rapport à cet enjeu climatique. Ouais, tout à fait. Et vous avez répondu, merci beaucoup, en partie à la question. Mais ce que je voulais dire, par exemple, et je vais prendre un autre exemple, il y a certaines stations, je ne vais pas les citer, mais qui font des gros efforts pour équiper en termes d'équipement de domaine skiable avec du solaire, avec des ENR divers et variés. Et là, on s'aperçoit finalement que en faisant venir des panneaux solaires d'où vous savez, en faisant des éoliennes, etc., finalement, on développe une consommation et un rejet de CO2 surtout, qui est beaucoup plus important que ce qu'on peut gagner. Et là se pose peut-être un problème de rénovation thermique, énergétique. Est-ce que ça vaut tout le temps le coup, quoi? En gros, c'est ça la question. Souvent, on se pose aussi la question de savoir s'il ne faut pas mieux rénover plutôt que construire ou déconstruire et reconstruire. Parce que par rapport, donc il y a la stratégie nationale bas carbone qui a été lancée en France. Donc c'est vrai que sur les constructions neuves, il y a une nouvelle réglementation qui va être mise en place dès 2021, à l'été 2021, qui s'appelle la réglementation environnementale 2020, où en fait on prend bien en compte et la consommation d'énergie et aussi la partie carbone. Mais ça, c'est sur le neuf. En fait, on a bien conscience que sur la rénovation, il y a aussi un gros enjeu. Sauf que la différence, c'est qu'un bâtiment à rénover, en gros, il est déjà là. Donc, on va quand même utiliser moins d'énergie et de carbone à le rénover plutôt que de le déconstruire, d'en reconstruire un neuf. Donc, c'est vrai que sur les stratégies de schéma d'urbanisme, donc que ce soit des stations de montagne ou même dans une ville en plaine, il y a des vraies questions qui se posent là-dessus, savoir est-ce qu'on déconstruit, est-ce qu'on reconstruit, est-ce qu'on rénove. Et c'est vrai qu'après, de savoir d'où viennent les différents matériaux, tout ça, on le pose beaucoup sur les énergies renouvelables. Il y a eu pas mal de reportages d'ailleurs ces derniers temps sur la vraie valeur des énergies vertes. Mais il y a aussi toute la partie isolation, tout ça, où on peut utiliser des matériaux locaux, des matériaux plutôt géosourcés, biosourcés, plutôt que de faire venir aussi des matériaux ne serait-ce que de l'autre bout de la France, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que tous ces enjeux-là sont de plus en plus pris en considération. Et comme disait Luc, c'est vrai qu'on va se faire en plus rattraper par les différentes réglementations. Merci beaucoup. En fait, sur ce sujet du bas carbone, on a beaucoup parlé d'utilisateurs secondaires, en fait, mais la question aussi sur le primaire, la production. Qu'est-ce qui produit pour chauffer, en fait? Donc, tous les réseaux de chaleur biomasse, réseaux bois qui alimentent des bâtiments, vous avez un effet tout de suite bas carbone énorme. C'est-à-dire qu'en fait, comme le bois, c'est une énergie renouvelable et que vous vous retrouvez donc à une neutralité carbone, si vous chauffez plusieurs logements avec un réseau de chaleur bois, il n'y a pas de discussion possible là-dessus, plus pour favoriser l'emploi local, etc. Mais sur le bas carbone, chaque étude faite par Dalkia, on le calcule. Chaque communication qui est faite par Dalkia, que ce soit un tweet, que ce soit un article que l'on sort, là, par exemple, un contrat sur le coucou d'un des chalets à Valto, on affiche le pourcentage des polluants carbone qui est fait d'un point de vue environnemental, sans parler du fait qu'un jour ça coûtera quelque chose, ça a coûté, il y a eu mais le fonds chaleur, par exemple, cette subvention, elle dépend de l'engagement de pourcentage qu'on a, les taux de TVA, pareil, si vous avez un réseau qui a plus de 50% d'ENR, sa chaleur est vendue à un taux de TVA à 5,5 réduit.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sensibilisation forte aujourd'hui chez les personnes. Moi, quand il y a une quinzaine d'années, je vendais en copropriété et que je parlais d'énergie verte, j'étais un extraterrestre. Aujourd'hui, on m'écoute beaucoup plus et on se retrouve tous sensibilisés à cette chose. Et le fait de travailler sur la production, d'essayer d'optimiser. Par exemple, en montagne, tout le monde veut de l'eau chaude sanitaire à 17 heures. C'est de la folie. Le pic qu'on a à 17 heures à la sortie d'après-ski, ça, c'est une particularité. On doit conditionner des systèmes et c'est une catastrophe pour les consos. Enfin, donc, on optimise là-dessus aussi. C'est pas forcément que chez les personnes. La copropriété, c'est un ensemble et également sa production. Et juste un mot sur le processus de décision qu'on a à l'Assemblée générale. Christian, tout à l'heure, a montré beaucoup d'exemples de bailleurs sociaux. Pourquoi? Parce que les bailleurs sociaux, c'est un décideur unique. Il décide ou pas s'il digitalise, il décide ou pas s'il investit dans du bois. Et la copropriété, c'est l'Assemblée générale, c'est mettre tout le monde d'accord. C'est un processus, une fois par an. On l'a pas de bras, pas de chocolat, il faut attendre l'année d'après. Donc, pour faire évoluer les choses aussi, pour nous aider dans ce système-là, il faut réfléchir à ce que les copropriétés se regroupent et alléger ce processus de décision pour qu'on aille plus vite également dans ce système-là. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire aussi, parce que sinon, on va avoir des bâtiments qui ont été rénovés, etc., parce qu'il y aura une souplesse de décision, et d'autres qui vont rester parce que ça a été trop long. Les gens, ils vendent leur appartement, ils reviennent, il y a des mouvements, et pourtant, le bien, il est toujours là. Oui, tout à fait. Mais je retiens quand même la notion de, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, Christian, je crois, de la jouer collectif. C'est ça. Écoutez, ça fait 1h10, 1h15 qu'on parle. Pour ma part, j'ai appris énormément de choses. Je vous en remercie tous les 4. Merci beaucoup à nos auditeurs. J'espère qu'on pourra se rencontrer en présentiel sur le prochain salon Immobilier Montagne en 2000. Avec plaisir, oui. Ouais. Et on continuera de défendre notre village éco-habitat qu'on avait d'ailleurs construit un petit peu avec le cluster éco-bâtiment et le cluster montagne. Et voilà, merci beaucoup, merci encore. Il y aura un replay qui sera en place et donc d'autres auditeurs pourront vous entendre, vous écouter et prendre vos conseils. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir, bonne soirée. Bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.